À notre invitation pour cette audition. Donc, nous achevons pratiquement aujourd'hui, en tout cas la semaine prochaine, nos travaux sur la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique que nous avons débuté à la fin du mois de janvier. Nous les avions débutés volontairement avec l'audition de l'ensemble des ministres qui, depuis 2012, ont eu en charge les portefeuilles de la transition écologique, de la transition énergétique et ou du logement. Et nous achevons nos auditions avec les 3 ministres qui aujourd'hui sont en charge de ces responsabilités. Donc, votre collègue, Madame Agnès Pannier-Runacher, que nous venons d'auditionner, vous-même, et la semaine prochaine, le ministre du Logement, Olivier Klein. Donc, vous occupez cette fonction depuis juillet 2022. Auparavant, vous avez été de nombreux mandats électifs, et plus particulièrement ceux de maire d'Angers de 2014 à 2022, de sénateur de 2011 à 2017, de président du Conseil général de Maine-et-Loire de 2004 à 2011 et de député européen de 2009 à 2011. Donc, nous leur avons demandé à tous vos prédécesseurs depuis les 10 dernières années de tirer un bilan de la politique publique de rénovation énergétique, des freins qu'ils ont pu constater et des améliorations préconisées pour améliorer à la fois l'efficacité de cette politique et le pilotage au niveau ministériel, mais aussi au niveau administratif. Donc j'aimerais également avoir votre réponse à cette question, à l'exception naturellement peut-être du bilan, puisqu'effectivement vous venez de façon assez récente de prendre vos responsabilités ministérielles. Donc, nous avons entendu depuis le mois de février également un grand nombre d'acteurs de la rénovation énergétique. Et ce qui est ressorti très souvent de ces auditions, c'est le sujet de la confiance qui est revenu à plusieurs reprises dans l'ensemble de nos auditions. Face aux fraudes, face aux malfaçons, à l'instabilité normative, comment peut-on effectivement redonner confiance dans la politique publique de rénovation énergétique ? Seriez-vous favorable à une plus grande mutualisation des contrôles de chantiers de rénovation, ainsi qu'à une évolution vers une conditionnalité des aides à des contrôles a posteriori? Le dispositif Mon accompagnateur Rénov', qui va se mettre en place à partir du 1er septembre et qui permettra à des acteurs privés d'accompagner les ménages dans leur parcours de rénovation énergétique, ne risque-t-il pas de renforcer ce manque de confiance? Ne faudrait-il pas plutôt s'appuyer sur le réseau d'accompagnement public existant qui revêt un gage de neutralité évident et qui est très souvent mis en place par les collectivités? Les personnes entendues nous ont également soumis de nombreuses propositions. Que pensez-vous de l'idée d'une loi de programmation pluriannuelle de la rénovation énergétique pour permettre aux ménages, mais aussi au secteur, de disposer d'une plus grande visibilité? Vous avez été pendant de nombreuses années élu local. Comment comptez-vous parvenir à une plus grande association des collectivités et des acteurs locaux à la mise en œuvre des politiques publiques de rénovation énergétique? Aujourd'hui, même les antennes locales de l'ANA n'ont aucune prise sur Ma Prime Rénov' pour aider nos concitoyens qui sont souvent perdus ou en attente de réponse et qui risquent donc de se décourager. Ne faut-il pas également remettre les entreprises artisanales de nos territoires au cœur de cette politique en débloquant leur accès au label RGE? J'aimerais également que vous reveniez sur le Conseil national de la transition écologique le 22 mai dernier, qui était présidé par Madame la Première ministre, durant lequel l'interdiction des chaudières à gaz, dans la lignée de celle des chaudières au fioul, a été annoncée. Pourriez-vous revenir sur cette mesure? Nous identifions 2 potentiels effets de bord. D'une part, une telle mesure peut encourager le changement des systèmes de chauffage au détriment de l'isolation des logements. D'autre part, une électrification accélérée des chauffages interroge sur la capacité des réseaux d'électricité à faire face à une telle évolution. Quelle réponse pouvez-vous apporter à ces 2 craintes? Enfin, comment ne pas évoquer la réelle déception à l'issue du Conseil national de la refondation sur le logement au regard du travail qui a été fourni
par le groupe consacré à la transition écologique des logements, renouveler les annonces sur le déploiement de France Rénov' et des accompagnateurs Rénov', ou indiquer qu'une mesure technique sur le prêt avance rénovation, dont pas plus d'une centaine a dû être accordée à ce jour, nous semble vraiment peu de choses. Quant à porter le nombre de rénovations performantes à 200 000 en 2024 grâce au renforcement de MaPrimeRénov', c'est bien, mais c'est une ambition sans guère de perspective quand la stratégie nationale bas carbone en programmait plus de 500 000 en moyenne et 700 000 dans les années à venir. Voilà, avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Mais je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Monsieur le Premier ministre, comme pour toute commission d'enquête, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Eh bien, je vous laisse la parole, Monsieur le ministre, avant que notre rapporteur et nos collègues qui assistent à l'audition puissent vous poser un certain nombre de questions complémentaires. Merci à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci au Président Gontard, à ceux qui participent cet après-midi à cette audition. Et en vous écoutant, je me demande si je vais vous infliger une intervention, si je ne vais pas tout de suite répondre aux questions que vous me posez. C'est vous qui choisissez, mais ça nous convient convient très bien. Je m'apprêtais à dérouler, comme l'a sans doute fait Agnès Pannier-Runacher, qu'il y avait un avant et un après, que MaPrimeRénov' avait peut-être des défauts, mais qu'au moins ça avait le mérite d'exister, que c'était quand même 1 500 000 rénovations qui avaient eu lieu, qu'il y avait des dispositifs de lutte contre la fraude qui s'étaient mis en place, qu'il y avait des réflexions sur la manière de l'intensifier. Tout ça en 11 minutes, d'après la relecture qui a été faite par mes équipes. Et donc, si vous voulez bien, pour me concentrer sur les questions, je réponds peut-être pour que ce soit un peu plus vivant sur la manière de présenter les choses, avec un propos préalable qui sera très bref. D'abord, je me réjouis qu'on prenne le temps de se pencher sur ce qui est un des principaux leviers de la planification écologique. Et si on se dit tout, on sait qu'on a un certain nombre de transformations qui entraînent des irritants parce qu'elles conduisent à des changements de comportement ou à des alourdissements de frais qui fragilisent une partie de nos concitoyens, qui les interrogent et qui les font assimiler la transition écologique à un prétexte pour augmenter les impôts, pour faire en sorte de restreindre un certain nombre de libertés. La rénovation, c'est sans doute le lieu où on peut tout concilier. Quelque chose qui est bon pour la planète, qui est bon pour l'emploi et pour les retombées économiques, et qui est bon également pour le pouvoir d'achat en faisant en sorte de diminuer une partie des factures qui sont liées à ça. Et donc un combat aussi consensuel que l'est le photovoltaïque en matière d'énergie renouvelable. Non pas que je souhaite pointer des domaines qui le seraient moins là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que nous savons que ce chemin de la transition écologique, il nécessite une ampleur dans la baisse de nos émissions et que certaines sont plus irritantes que d'autres dans ce qu'elles changent. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Vous avez parlé des chaudières gaz, je vais évidemment répondre à votre question, mais ça veut dire qu'on sent bien que là, il y a un domaine dans lequel on peut faire en sorte que la transition écologique, au sens large, ce soit pas seulement une occasion d'affrontement, mais que ce soit sans doute une occasion de regroupement. Et je pense qu'on en a profondément besoin à bien des égards. Je veux dire ensuite que dans toute cette politique de rénovation énergétique dont nous allons parler, il y a un angle mort qui est celui des bâtiments publics. On se concentre, et ça peut être étonnant comme façon de commencer les choses, mais je tiens à le dire, on a globalement un dispositif qui a été conçu pour les particuliers, avec ses avantages et ses défauts dont on va discuter, mais avec en tout cas le mérite qu'avant il n'y avait rien, ou très peu de choses. Et on a globalement, en parallèle, 1 milliard de mètres carrés qui abritent des bâtiments tertiaires. Dans ce milliard, on en a environ 40% qui relèvent des collectivités locales et de l'État. Et on a à ce stade des dispositifs qui sont également à faire monter en puissance en termes de rénovation énergétique. On s'aperçoit que c'est la première cause de demande de fonds verts à l'échelle des collectivités locales. Je peux vous donner le chiffre le plus actualisé. Lundi, nous étions à 12 116 dossiers déposés au titre du fonds vert. Et dans ceux-là, on en avait environ 4 800
qui portait sur de la rénovation thermique de bâtiments. Vous ajoutez à ça un peu plus de 2000 sur les réseaux d'éclairage public, et vous avez un bon 50% des collectivités qui ont déposé des dossiers, qui se concentrent sur ce que ça pourrait permettre de générer en termes d'économie. Le tiers financement est une première réponse, et le texte qui a été voté à l'unanimité du Sénat et de l'Assemblée, qui a maintenant fait l'objet de décrets de publication depuis quelques jours, on est en train d'essayer d'en tirer un mode d'application simplifié pour les collectivités locales en faisant travailler le CEREMA sur une sorte de fiche type sur la manière dont ça fonctionne. Et on va réunir quelques collectivités très diverses, un département pour les collèges, une ville pour plusieurs communes, pour plusieurs bâtiments, de manière à bêta-tester, si j'ose dire, le dispositif et regarder comment ce levier, complémentaire au dispositif et aux aides, pourrait être mis en place. Une fois que j'ai dit ça, il faut évidemment avoir une vision de MaPrimeRénov' et ne pas oublier que derrière, les dispositifs collectifs comme le Fonds Chaleur de l'ADEME permettent aussi, indépendamment de tous les gestes qui sont posés par un certain nombre de particuliers, de pouvoir proposer des solutions d'évolution énergétique qui sont puissantes et qui peuvent permettre en plus de conduire une politique qui soit à la fois écologique et sociale. Et comme vous avez eu l'amabilité de retracer mon parcours, une des vraies fiertés que j'ai eues, ça a été le lancement de 2 réseaux de chaleur dans les 2 quartiers politiques de la ville sur lesquels nous faisions le tram, en profitant des trous dans les rues causés par l'arrivée des rails pour poser des canalisations permettant dans un quartier à 66% de logements sociaux et un quartier à 52% de logements sociaux de pouvoir bénéficier de réseaux de ce type. Vous m'avez posé un certain nombre de questions précises et je vais faire en sorte d'y répondre autant que possible. Je commence peut-être par le plus stratégique dans vos questions, c'est-à-dire l'intérêt qu'il y aurait à bénéficier d'une loi de programmation pluriannuelle de la rénovation. Nous avons une stratégie nationale bas carbone qui est complétée par une programmation pluriannuelle de l'énergie. Dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, la loi de programmation énergie-climat doit comporter un volet sur la rénovation énergétique. Et donc, plutôt qu'une loi de programmation proprement dit, je pense que le Parlement doit s'assurer qu'à l'intérieur de la loi de programmation énergie-climat, cette dimension est bien prise en compte. Le rapport Pisani-Ferry est d'ailleurs très explicite sur le fait que dans les domaines sur lesquels il y aura de l'argent public à mobiliser dans les années qui viennent, la question de la rénovation sera l'un d'entre eux. Et donc, il y aurait une vraie logique, parce que dans la continuité de tous ces rapports, on fasse en sorte d'aller dans la LPEC, s'assurer qu'il y a une déclinaison. Et je le relie à la question des chaudières. Pour se dire les choses de façon... Tu n'as pas fini de faire parler. Qui va commencer à faire parler jusqu'au 28 juillet. Ce qui a été interdit, ce qui est, lapsus total, mais parce que la façon dont vous avez posé la question sur l'interdiction, ce qui a été posé, c'est le fait de lancer le débat et la concertation sur les perspectives que nous avions. Si on se dit les choses, là aussi, sans trop les simplifier. Nous sommes, globalement, après avoir enregistré les chiffres du CITEPA sur nos émissions carbone au titre de l'année 2022, à un peu plus de 25% de baisse de nos émissions par rapport à 1990. C'est-à-dire que le chemin qui nous reste à parcourir, il est équivalent à celui qu'on a déjà fait. Les moins 55%, moins 50% d'émissions, plus 5% de stockage, à un horizon 1990, suppose de doubler le rythme pour tenir en 2030 cette ambition. La planification, c'est prendre les 408 millions de tonnes que nous avons au 1er janvier, c'est regarder les 270 millions de tonnes auxquelles nous devons être à la fin de l'année 2030, et c'est de se demander comment on va aller chercher ces 138 millions de tonnes, secteur par secteur. Et je ne sais pas si ce travail vous a été présenté, y compris dans sa vision globale avec les différents tableaux, mais les 30% qui sont liés au secteur des transports, les 20%, les 20% sur l'agriculture, les 20% sur l'industrie, les 20% sur les bâtiments au sens large, font donc l'objet d'un détail. Quand on regarde ce détail, on s'aperçoit que ce qui est majeur aujourd'hui dans les émissions du secteur, je parle bien hors construction, ce sont les émissions qui sont liées aux énergies fossiles. Le gaz, beaucoup, le fioul, énormément. Tenir la trajectoire, ça veut dire globalement être en capacité de baisser de manière continue le nombre de chaudières fioul dans ce pays. Et de ce point de vue, le mécanisme est enclenché. On est en gros,
depuis le milieu du dernier quinquennat sur entre 180 et 200 000 remplacements de chaudières par an. Pour tenir le rythme fixé par la planification, il faudrait être aux alentours de 300 000, ce qui ne nous semble pas du tout inatteignable. La question de la chaudière gaz, elle est différente. D'abord, vous pointez 2 risques, j'en ajoute un 3e, au risque de vous surprendre. Vous citez le sujet de attention à ce qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui ne se préoccupent plus d'isolation, mais qui se concentrent sur le mode de chauffage. Et deuxièmement, dans quelle mesure notre système électrique va être capable de faire face. Il y en a un 3e. On est plutôt bon en matière d'installation de chaudière gaz et de production. Les pompes à chaleur sont en matière de chauffage ce que les voitures électriques sont aux voitures thermiques, c'est-à-dire avec une domination aujourd'hui chinoise sur une partie de ce secteur. À une nuance près, c'est qu'on a d'excellents fabricants, en particulier dans l'Est de la France, qui sont en train de monter en puissance et de monter en gamme, qu'on a déjà une filière européenne, en particulier polonaise, qui est relativement forte. Mais je nous invite à intégrer, dès la planification écologique de l'évolution des chaudières gaz, ce que nous sommes en train de faire pour les voitures, en nous disant qu'il faudra sans doute modifier certains critères. Et ça, c'est évidemment un enjeu. Personne ne peut contester le fait que, si on veut baisser nos émissions, il faut qu'on diminue la part de gaz naturel dans nos maisons. En revanche, on sait qu'on a quelques angles morts. 1, les bâtiments collectifs à partir d'une certaine puissance, la pompe à chaleur ou la biomasse ne suffit pas, il nous faut une part de gaz. Et je pense que ça milite pour que le biogaz ne soit pas exclu d'une équation parce qu'on en a besoin et on se rend compte dans le mix énergétique qu'on en a besoin et il faut faire preuve d'humilité, y compris avec l'hiver qu'on a vécu. 2, la hauteur de la marche liée à l'électrification, elle est forte. Ça doit nous rappeler 2 choses. Les changements de motorisation, les changements d'énergie ne doivent pas nous faire oublier que sobriété et efficacité énergétique sont toujours les premiers leviers sur lesquels il faut jouer. Et donc, paradoxalement, par rapport à ce que vous disiez, isoler un logement pour faire en sorte de diminuer la quantité d'énergie dont on a besoin est toujours quelque chose de pertinent, avant de se retrouver dans une situation de changement de chaudière, de manière justement à ne pas trop tirer sur le secteur. Vous avez ensuite évoqué mon accompagnateur Rénov', l'appui des collectivités locales. Dans ce domaine, j'assume une vision qui consiste à dire que je pense qu'il faut aller plus loin dans la décentralisation ou la déconcentration. Moi, ma conviction, c'est que sur le modèle de la délégation des aides à la pierre qui fonctionne, où l'État transfère les crédits et les objectifs, nous gagnerions à nous appuyer sur les collectivités qui seraient volontaires pour faire en sorte de mettre en œuvre MaPrimeRénov'. Je ne dis pas que c'est une position qui est partagée par tout le monde, mais j'assume pleinement que pour la cohésion des territoires et la transition écologique que je représente, je pense que le maire ou le président d'intercommunalité, parce qu'il est vraisemblable qu'il ne faille pas descendre à un niveau municipal pour une compétence de ce type, est le tiers de confiance qui peut à la fois rassurer celui qui va chercher le type d'aide dont il peut bénéficier pour rénover son logement, qui peut fiabiliser le processus de recrutement des accompagnateurs, parce qu'on peut être certain qu'il veillera à ce que ceux qui sont enregistrés dans une commune d'une taille humaine ne soient pas des margoulins et soient des gens qui soient en capacité effective de pouvoir accompagner leurs concitoyens, voire parfois considérer qu'une part de service public peut remplacer ou accompagner ce qui se fait. Et il y aura une tendance naturelle pour tenir les objectifs, ou à rajouter un peu de moyens, ou à faire en sorte d'assurer davantage de communication pour que le truc fonctionne. La délégation des aides à la pierre, aujourd'hui, elle fonctionne avec un double standard. La possibilité d'une prise de compétence départementale et la possibilité pour les agglomérations de plein droit de demander la compétence, et le fait qu'on puisse avoir les 2 systèmes qui cohabitent dans certains départements, ou des endroits au contraire dans lesquels aucun des 2 niveaux de collectivité n'a pris la responsabilité. Je pense que ce serait un bon système qui nous permettrait de réaliser une partie de la quadrature du cercle sur ce dispositif et qui répond à la manière dont vous avez présenté les choses sur le fait de savoir si le réseau public ne serait pas plus efficace que celui des accompagnateurs et dans quelle mesure les collectivités devaient s'engager. Enfin, vous avez évoqué la question de la conditionnalité des aides. Je ne vais pas dire qu'on est passé d'un standard à l'autre, mais on est passé globalement d'un dispositif où on traitait beaucoup d'aides et où tout à coup on s'est demandé s'il n'y avait pas un risque de fraude important, à un dispositif dans lequel la mise en place d'un certain nombre de contrôles a conduit à allonger les délais de paiement et à justifier une forme d'insatisfaction. Je pense que la confiance de nos concitoyens dans le dispositif est majeure. Et je préfère avoir un délai de paiement un peu plus long, mais l'assurance qu'il n'y a pas de fraude, plutôt que de me retrouver rattrapé par une autre patrouille sur le fait que nous aurions été inconséquents avec les deniers publics. De quoi parlons-nous ? On parle de délais qui sont globalement aux alentours de 28 jours pour l'attribution de la subvention,
le 28 jours étant une moyenne et étant moins long quand le dossier est immédiatement complet. Et alors qu'on a peu d'accompagnateurs et donc peu de dossiers qui sont déposés par des tiers, ça n'est pas un mauvais score moyen, même si ça peut refléter des disparités. Et là-dessus, on a peu bougé globalement. Là où le délai s'est envolé, c'est pour le paiement. Où nous étions globalement en août de l'année dernière à un peu moins de 30 jours, et nous sommes à 45 jours, d'après les derniers chiffres que j'ai en ma possession, qui datent du mois d'avril. Et encore, j'ai pris la référence à août, parce que c'est le moment où un certain nombre de décisions étaient prises dans la continuité du rapport de l'IGF. C'était août ou septembre, le moment où on l'a reçu. Mais on était à un délai encore un peu plus faible sur le délai de paiement quand nous étions au printemps de l'année dernière. Néanmoins, ces contrôles sur place, ils ont permis d'aller fiabiliser un dispositif. Est-ce qu'il faut payer d'abord et faire en sorte de récupérer l'argent après? On s'aperçoit malheureusement à l'usage que dans un certain nombre de cas, quand les choses sont organisées, une fois que vous avez versé les crédits, si ça n'est pas de la fraude individuelle, mais que c'est dans le cadre d'un réseau, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver l'argent une fois qu'il a été versé. Donc je plaide pour que le dispositif actuel soit maintenu, mais je pense que là aussi, la collectivité locale et le fait de pouvoir avoir des délégations serait à la fois un moyen de pouvoir expérimenter des dispositifs sans le faire sur la totalité du territoire national et de pouvoir avoir une forme de recueil des bonnes pratiques. Enfin, vous avez terminé, me semble-t-il, par le Conseil national de la refondation et par la manière dont, hier soir, ce Conseil a été clôturé pour sa phase de concertation. Vous ne m'interrogez pas sur le logement neuf et la situation globale de la remontée des taux d'intérêt, mais je l'ai bien compris sur la partie plus spécifique qui concerne nos ambitions de rénovation et de planification. Ce CNR, j'ai lu beaucoup de choses aujourd'hui, à défaut d'avoir pu y participer hier. Certains en ont fait une sorte de rendez-vous définitif sur ces questions de logement, alors que ça n'était qu'un point d'étape, en particulier pour ce qui concerne la planification. Il serait baroque de prétendre faire les conclusions définitives d'un sujet aussi vaste que celui-là au milieu de toutes les évolutions que nous connaissons au début du mois de juin, alors que la planification écologique globale est prévue pour le début du mois de juillet et qu'il y a en parallèle un certain nombre de rendez-vous, dont un autre, angle mort, qui est celui du logement social, que Madame la Présidente, vous connaissez parfaitement et pour lequel vous savez qu'on a un dispositif pour les particuliers, on a un dispositif dont j'ai dit un mot et qui doit faire l'objet d'une montée en puissance pour les collectivités publiques, et puis on a ensuite la question plus large des bailleurs sociaux. Avec un parc moyen de ces bailleurs sociaux qui est plutôt mieux entretenu que le parc global, mais avec un sujet, parce qu'un point de livret A, ça représente l'équivalent de 1,3 milliard d'euros de charges, entre guillemets, sur les fonds propres, somme comparable d'ailleurs au coût de la RLS, mais la RLS c'est une fois, le taux de livret A, c'est chaque point qui vaut ça. Donc quand vous êtes dans la tendance que nous connaissons, on mesure l'impact sur les fonds propres. Et quand vous le couplez à des augmentations sur les prix des matériaux, vous mesurez les difficultés que nous avons. Il faut donc, au-delà de la question de la production de logements, que la question de la rénovation, on ne l'oublie pas. Parce que si on est sincèrement convaincu par la transition écologique, 1,5 million de bâtiments, de logements vides dans ce pays, 3 millions de mètres carrés de bureaux vides juste en ce moment à Paris et en Île-de-France, et la question d'un certain nombre de parcs de bailleurs sociaux, ça nécessite qu'on s'y occupe. Là, le point de rendez-vous, c'est le pacte de confiance avec les bailleurs sociaux. Et un des principaux leviers, c'est sans doute le dispositif deuxième vie, qui est de considérer qu'à partir d'un certain niveau de rénovation, il ne serait pas stupide de pouvoir réouvrir les droits aux exonérations. Je ne dis pas qu'il suffit, parce qu'il y a la question des fonds propres, mais il permettrait, y compris intellectuellement, de bien dire qu'on redélivre un agrément. Et c'est très important, y compris culturellement, de gagner la bataille de la rénovation pour ne pas se dire qu'il y a d'un côté ce qui serait noble, faire un logement neuf, et de l'autre côté ce qui serait une forme d'investissement au rabais qui consisterait à investir dans la rénovation. Donc il y a le sujet du soutien à la production de logements neufs, qui est à corréler à plein d'autres sujets, mais il y a également le sujet de la rénovation de manière plus spécifique sur lequel on a un levier. Ça n'est pas le seul, je pourrais détailler si c'est le cas, en particulier sur les durées des prêts, sur des quantités d'autres sujets sur lesquels vous m'interrogerez peut-être. Je m'arrête là parce que j'ai déjà été long pour les réponses que je vous ai faites, mais ça valait réponse et intervention de démarrage. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais sans plus tarder laisser la parole au rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre,
déjà ces éléments. D'abord, un point de partage, en tout cas, sur ce que vous avez dit sur la transition écologique, parce que c'est vrai que quand on s'y engage et quand on y engage concrètement, c'est effectivement quelque chose qui à la fois rassemble, apporte des solutions efficaces, et puis c'est une vraie réponse sociale. Et je dirais, quel que soit, en tout cas, sur les orientations dans lesquelles on s'y engage. Donc je pense qu'effectivement, vous avez eu raison de le rappeler. Par rapport à ce que vous avez dit sur l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, hein, c'est vrai que j'ai rappelé peut-être que cette commission d'enquête, son but était d'abord justement de faire cette évaluation en fait, des politiques publiques depuis les 10 voire 15 dernières années pour voir en fait justement à la fois comment était utilisé l'argent public et la réelle efficacité de cet argent public. C'est vrai qu'on peut voir et on peut distinguer, puisque vous avez parlé des collectivités, effectivement des bâtiments publics, c'est que sur la commission, on a volontairement, pas exclu, parce qu'on a évidemment des liens, mais on s'est vraiment concentré sur le logement, et c'était volontaire, puisque c'est déjà un sujet très vaste. Mais sur le logement, c'est vrai qu'on peut distinguer en trois blocs. Le logement individuel privé, où effectivement il y a le dispositif PrimeRénov', etc., et tout ce parcours qui peut être mis. On a tout l'aspect copropriété, qui est du coup d'autres complications, en tout cas d'autres dispositifs sur lesquels il faut à la fois réfléchir. Et puis vous venez d'en parler sur le logement social et sur les bailleurs sociaux, où là, on va dire, on a, et ça a été rappelé aussi, plutôt un secteur où on est en avance, en tout cas, avec des bâtiments qui sont plutôt déjà, pour la plupart en tout cas, ont déjà fait l'objet de rénovation. Et un secteur, et c'est peut-être ma première question, c'est vrai que sur le logement social, on peut s'apercevoir que là, on a un levier très fort. On a des opérateurs, on a des bailleurs qui nous disent très clairement dans les auditions, on est prêt à tenir les objectifs, on veut les tenir, on sait faire, on a cette expertise, on a cette habitude, et qu'en plus, quand on fait de la rénovation thermique, en plus, ça permet d'améliorer globalement le logement en termes de confort, en termes d'espace urbain, etc. Et donc, en fait, le seul point qui nous manque, c'est l'argent et c'est le financement. Et par rapport à ce qu'on peut dire sur les deux autres parties, qu'elles soient copropriété ou logement individuel, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, tiens, ce secteur-là est peut-être un secteur assez facile, parce que là, en injectant de l'argent, en ayant des financements beaucoup plus forts, bah, on pourrait du coup booster très rapidement justement cette rénovation thermique. Donc, ma première question, c'est justement pourquoi pas peut-être plus prioriser justement ce financement sur le logement social. Ensuite, sur les copropriétés, en abordant très rapidement, mais c'est vrai qu'on a vu les problématiques qu'il pouvait y avoir à la fois sur la prise de décision. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses de réflexion à avoir sur la prise de décision, sur les copros, et puis sur peut-être le type de financement, et puis la question du DPE, et peut-être d'aller vers un DPE plutôt collectif, qui permettrait de simplifier les choses et qui permettrait justement d'accélérer cette prise de décision. Et puis après, sur l'individuel, on voit toute la problématique. Alors c'est vrai qu'on peut toujours voir le côté positif. C'est vrai que si on prend les chiffres de 600 à 700 000 PrimeRénov' qui ont été débloqués, c'est oui, plutôt positif. Quand on regarde d'un peu plus près, c'est vrai, et vous l'avez dit, on est plutôt sur du changement de chaudière. Ça a un aspect positif puisque ça fait tomber très rapidement les émissions de carbone. Donc ça, c'est effectivement l'aspect positif. Par contre, on est très en deçà des objectifs et on voit bien qu'on pêche vraiment sur la rénovation globale, quoi. Et c'est peut-être là où on doit réfléchir peut-être plus précisément sur les dispositifs à mettre en place. Et donc comment on va plutôt faire en sorte que ce parcours-là, et ce qu'on s'aperçoit, c'est à la fois de rendre ce parcours un peu plus simple. La question des collectivités locales, vous en avez parlé, mais c'est vrai qu'on entend ce discours de dire il faut s'appuyer sur ce qui existe et sur les collectivités locales. C'est vrai que dans les différentes auditions et dans les différents retours qu'on a eus, on a un sentiment quand même de la part des collectivités locales que celles dont ça fonctionnait, qui avaient mis des choses en place,
ont un peu l'impression de devoir recommencer, de devoir se réadapter et parfois d'être un peu court-circuité, quoi. Et donc, de voir comment, notamment sur l'accompagnateur Rénov', on va voir du coup quelle forme réellement il prend. Mais c'est vrai qu'on avait, que ce soit les plateformes de rénovation, que ce soit des ALEC, où on avait de l'ingénierie qui était mis en place. Puis là, on vient du coup reproposer cet accompagnateur Rénov' qui peut avoir un intérêt, mais on vient rajouter une ingénierie. Et donc, ça peut être perçu de la part des collectivités, soit de se dire, bon, c'est plus la peine que je le fasse, je laisse ça, ou alors, en tout cas, de ce chevauchement, en tout cas, qu'il peut y avoir. Et puis l'autre aspect, c'est quand même la question du financement des collectivités locales. Et c'est vrai que si on veut avoir des plateformes de rénovation et si on veut avoir de l'ingénierie locale, ça veut dire du coup des budgets de fonctionnement qui vont forcément augmenter en lien avec ça. Et donc ça pose aussi cette question-là de comment on prend cette prise en compte en fait de l'augmentation des budgets de fonctionnement dans en lien avec la rénovation thermique et plus généralement avec la transition écologique. Donc voilà, du coup, il y avait peut-être cet aspect-là sur les collectivités, sur comment on arrive mieux à plaquer en fait ce dispositif et mieux s'adapter localement, parce que ça paraît être quelque chose d'important. Et puis ensuite, peut-être pour terminer, et puis laisser la place à mes collègues s'ils ont d'autres questions, peut-être un avis sur le pilotage, puisqu'on a vu votre collègue juste avant sur la transition énergétique. Peut-être votre perception ou votre avis sur le pilotage national de la rénovation énergétique et peut-être la coordination qu'il peut y avoir entre les différents ministères. On va aussi auditionner le ministre du Logement. Et c'est vrai que quand on a auditionné les anciens ministres, souvent on nous a fait part justement de ce lien entre ministère du Logement, ministère de l'Écologie, qui avait son importance. Et donc comment vous voyez cette coordination et donc peut-être comment on pourrait l'améliorer. Et puis également peut-être votre bilan sur la coordination interministérielle du plan de rénovation qui a été mis en place et de savoir quel bilan vous en tirez. Est-ce que vous pensez que justement que dans son action est suffisante justement pour coordonner l'ensemble des politiques au niveau des différents ministères. Merci. Très bien. D'abord, Monsieur le Président Gontard, ça me permet de faire la liaison avec ce que j'ai pu dire à la présidente Estrosi Sassone sur les bailleurs sociaux. On a un bailleur qui a finalisé son plan global de décarbonation, qui a évidemment une puissance de feu qui n'est pas comparable à tous les bailleurs de ce pays, mais c'est Action Logement et qui va avoir l'occasion de détailler la manière dont ils envisagent de tenir compte de tout ça. C'est pas neutre, c'est quand même 30% du parc social, ça a un impact, et de manière générale, quels que soient les domaines, c'est toujours bien d'avoir des exemples qu'ensuite on est capable de suivre pour pouvoir étalonner les éléments. Et je le dis parce que ça veut dire qu'on ne parle pas de rien, et je voudrais aussi rendre hommage à des quantités d'offices détenus par des élus locaux qui n'ont pas forcément attendu d'avoir une cathédrale qui soit complète pour aller lancer des opérations, des maires qui ont fixé des objectifs à leurs bailleurs, qui ont fait en sorte d'aller accompagner les différents dispositifs. Je partage d'abord l'idée que c'est un moyen de faire en sorte d'avoir des résultats qui peuvent être rapides. On le sait, une des difficultés, c'est que MaPrimeRénov', en moyenne, fonctionne mieux dans de la maison individuelle. La copropriété ralentit une partie de la prise de décision. Et là, on a des copropriétés où je n'ai pas la principale difficulté pour faire des travaux dans la copropriété, c'est-à-dire besoin de l'unanimité des propriétaires, puisque la plupart du temps, il y a une unicité de décision, sauf quelques cas très particuliers. Deuxièmement, par rapport au débat que nous avions juste auparavant, la part du gaz dans les logements sociaux est plus importante, puisque, en gros, on a 4 logements sur 10 qui sont chauffés au gaz, et la proportion, elle dépasse les 6 sur 10 quand on est dans le parc social. Et avec une capacité à ne pas avoir les mêmes inquiétudes sur le reste à charge, sur la manière d'avancer quand on se retrouve dans cette situation, et généralement, là aussi, la pertinence de réseaux de chaleur urbains ou de dispositifs de ce type qui peuvent permettre d'aller alimenter, d'aller participer à une visibilité des prix et donc aussi à un impact social des décisions qui sont prises. On a une double articulation à avoir.
une articulation financière, parce qu'on a cet enjeu particulier de fonds propres dans le contexte dans lequel nous sommes, en n'oubliant pas qu'il s'agit d'aller entretenir un parc, et donc que ça s'inscrit aussi dans les obligations de ces bailleurs, mais on a cette difficulté conjoncturelle qui ajoute et qui nécessite de trouver le chemin. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, puisque vous savez la nature des discussions, et que, y compris, ça va être au cœur de mes discussions dans les prochains jours, en particulier avec l'USH, pour arriver à trouver la manière de signer ce pacte de confiance autour de cet enjeu de la rénovation dans quelques semaines. Je veux juste dire un mot sur monogeste contre global. On est tous d'accord sur le fait qu'évidemment, c'est mieux de faire plusieurs gestes plutôt qu'un seul. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été amené à concevoir le dispositif, et j'ai trop d'humilité pour me mettre à la place de ceux qui étaient en charge à l'époque, parce qu'il n'était pas certain qu'on mesurait qu'il y aurait beaucoup de quick win et peu de dispositifs qui iraient plus loin. Je veux juste donner un chiffre, c'est que c'est quand même en moyenne 793 € d'économie de facture pour ceux qui ont conduit ces opérations, ce qui n'est pas rien du tout pour beaucoup de gens, et une vraie réussite sur le ciblage social. Donc on a certainement des choses qui sont à améliorer pour en avoir davantage pour notre argent d'un point de vue climatique, mais il faut en parallèle ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire, parce que ça a enclenché une dynamique qui fait que maintenant on se demande comment on l'améliore, comment on fait en sorte de l'approfondir, mais qui a le mérite d'exister parce qu'on avait peu de choses auparavant. Et c'est la limite que je fais avec les ALEC ou un certain nombre de choses. C'est le jour et la nuit en termes d'échelle, en termes de montant, en termes de dispositifs financiers, en termes de suivi. Là où vous avez raison, c'est qu'on ne pourra pas transférer ça aux collectivités locales en vous disant débrouillez-vous, et ça n'est pas le sens de ma proposition. Ce que je dis, c'est qu'au cœur de discussions que nous pouvons avoir en matière de logement, s'il y a bien des choses qui seraient pertinentes de décentraliser, c'est des compétences qui touchent le logement. Parce que les situations sont très disparates d'un endroit à l'autre. C'est vrai pour la rénovation, mais ça peut l'être dans d'autres domaines. Est-ce que les zonages doivent forcément être déterminés depuis Paris? Est-ce que les expériences du Pinel breton permettant, par exemple, y compris demain d'imaginer des dispositifs de soutien à l'opération, ne sont pas des choses qui pourraient s'imaginer plutôt que d'avoir quelque chose dont je salue la fin, parce que le dispositif n'était pas suffisamment ciblé. Il avait un mérite de soutien à la promotion, mais globalement, quand à la fin, vous encouragez plutôt une acquisition à Saint-Gilles-Croix-de-Vie que dans une zone tendue, je ne suis pas sûr que ni d'un point de vue social, ni d'un point de vue climatique, là aussi, on en avait pour notre argent. Ça permettait de soutenir un effort de construction, mais qui avait sans doute un besoin d'évolution du ciblage. Vous évoquez ensuite la question du pilotage, de la coordination et du dispositif. Le simple fait que vous soyez amené à recevoir 3 d'entre nous dans le cadre de cette commission, que j'ai essayé mentalement de faire de tête la liste de tous ceux qui, depuis 2012, c'était un titre ou un autre, succédaient dans cette responsabilité, et que du coup ça a dû beaucoup vous occuper, permet de mesurer qu'il y a évidemment des marges d'amélioration dans ce domaine. Je plaide juste pour le fait qu'on passe d'un système à l'autre, et que dans la création de ce système, il y a aussi des choses qu'on est en train de tester et de faire atterrir. Et il y a à la fois une organisation qui est particulière, dans laquelle le président de la République et la Première ministre ont souhaité d'avoir un ministère de la transition écologique qui englobe des secteurs très émetteurs, transport et logement, qui ont des grandes latitudes dans beaucoup de domaines, mais qui peuvent être rattachés sur des questions de planification, ce qui me vaut le plaisir d'être ici aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas une bêtise d'avoir un ministère de la transition écologique qui a en lien direct auprès de lui des ministères qui sont très émetteurs, parce que ça permet d'avoir une forme d'unicité dans la vision et dans la planification, et que d'autre part, le contexte que nous connaissons depuis quelques mois avec la volatilité des prix de l'énergie et la hauteur de la marche sur l'électrification, sur la nécessité et l'urgence de la relance de notre programme nucléaire, de l'accélération des énergies renouvelables, justifie pleinement d'avoir un ministre, une ministre en l'espèce qui soit en charge de ces questions. Il y a un coordinateur gouvernemental, il y a des contacts qui sont constants, et il faut qu'on mesure qu'il y a sans doute besoin de davantage de coordination, mais que le pilotage de la transition écologique au sens large est forcément collectif. La preuve, c'est que je vous ai
j'ai presque convoqué Roland Lescure et la question de l'industrie et la question de la fabrication des pompes à chaleur dans la discussion qu'on est en train d'avoir. De la même manière que dans les transports, se contenter de la vision qui oublierait les constructeurs automobiles ou les collectivités locales qui sont gestionnaires de réseaux de transport de proximité, les régions sur les TER, y compris la responsabilité d'aller faire les pistes cyclables qui permettent à la fin de favoriser et de multiplier l'essor des mobilités actives, on est par définition très imbriqué sur ces sujets. Et donc, il faut une logique parfois de chef de fila ou de chef d'orchestre, mais on ne peut pas résumer l'orchestre de la rénovation énergétique à une personne. Ça n'est pas possible. Et ce n'est pas l'histoire du contexte dans lequel nous sommes globalement. En tout cas, c'est ce que je pense. Y compris parce qu'on a besoin de partenaires. J'ai évoqué l'ADEME, qui en est un, mais il y en a d'autres. C'est tout. Vous n'avez pas d'autres questions? Non. Que tu as posé. Non, bah, tu vas laisser. Puis Alors, je laisse la parole à Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour votre présentation. Je vous ai écouté attentivement. Quelle forme concrète pourrait prendre la planification aux différents niveaux que vous avez évoqués, jusqu'au niveau territorial des communes ou des EPCI? Est-ce que vous avez dans l'idée de contractualiser avec ces différents niveaux, échelons territoriaux par rapport aux objectifs qui doivent être atteints sur le territoire, eu égard à la question évidemment du logement et à d'autres aspects que vous venez d'évoquer à l'instant en précisant les choses. Je partage tout à fait votre propos là-dessus. Voilà. Comment les choses vont se traduire concrètement pour les responsables des différents échelons territoriaux, voire départementaux, régionaux et nationaux? Voilà, ça c'est ma première question. Deuxième question, peut-être plus technique. Est-ce que vous considérez que pour atteindre les objectifs nationaux et respecter les trajectoires que l'on s'est données pour y parvenir, on possède toute la matière? Voilà. Est-ce que le contenu du plan d'action, si on dit les choses simplement, il est aujourd'hui cerné sur les différentes thématiques qui impactent, qui ont un effet sur les objectifs à atteindre? Merci. Waouh. Alors, je commence par planification écologique et collective. Pardon. Non, c'est bon. Ah, d'accord. On préfère répondre au fur et à mesure. Planification écologique et collectivité territoriale. J'ai réuni toutes les associations d'élus le 11 mai dernier. Et je leur ai présenté, avec le SGPE, la feuille de route globale de la planification en leur disant « Il va falloir maintenant qu'on trouve le contexte pour atterrir, parce que la vérité, c'est que dans la moitié des cases, c'est vous. Dans certaines, vous avez besoin d'argent. Dans d'autres, vous avez besoin de délégation de compétences. Dans une troisième, il faut qu'on discute. » Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, le représentant de l'association des maires, sur la partie stockage de carbone, en disant « Aidez-nous à défendre les haies, à pouvoir les sanctuariser dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, parce qu'on les subventionne. On sait que les haies, c'est une forme de forêt en termes de stockage. Sauf que si ensuite on n'a pas les moyens de s'opposer à une opération de démembrement ou de remembrement, on n'a pas le levier qui nous permet de préserver un investissement qu'on a fait et qui s'inscrit dans une stratégie de planification. Vous allez considérer sur le plan national qu'il faut faire X kilomètres par an de haies. Donc, le monde de l'agriculture est partie prenante du sujet quand même. Bien sûr. Je vous témoigne de ce que me dit l'AMF. Ça ne veut pas dire que ça se fait en opposition aux SAFER ou aux chambres d'agriculture qui, dans beaucoup de cas, sont exactement sur la même ligne. Pour avoir eu l'occasion il y a quelques jours d'échanger avec Marc Fesneau, non seulement il ne s'y oppose pas, mais il se demande même comment on pourrait préserver le fait d'avoir trop d'allers-retours sur ces sujets. Mais je ne voulais pas ouvrir un débat sur les haies. Je voulais donner cet exemple pour montrer qu'il est systématique et qu'il va plus loin. À titre totalement personnel, je pense que les CRTE pourraient être la bonne échelle de planification. On en a un peu plus de 1000. Ça permet d'avoir un territoire sur lequel on pourrait discuter de ces ambitions de planification et faire en sorte de les décliner dans les différents domaines. Parce que les exemples que j'ai donnés,
La rénovation, c'est évidemment un levier très important, mais on aura besoin des collectivités sur le transport. On aura besoin des collectivités pour le stockage. Quand on propose d'aller soutenir de la renaturation ou des îlots de fraîcheur, c'est rien d'autre aussi que de faire en sorte... Bon, on aura besoin d'elles sur la lutte contre l'étalement urbain. J'aurai le grand bonheur de voir le groupe Europe Écologie Les Verts en sortant de cette audition pour discuter du texte qui arrive au Sénat en commission la semaine prochaine et dans l'hémicycle dans 15 jours. Le chemin qui permet de tenir compte de ce que vous avez dit sur le besoin d'assouplir et de rendre le dispositif applicable et en même temps de tenir un objectif de division par 2 de la consommation, il est crucial pour tenir la ligne de la planification écologique au sens large. Et je pense qu'il y a des marges, et par exemple que dans les impensés, ou plus exactement dans ce que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer, il y aura la question de la fiscalité du ZAN. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut faire en sorte d'aller vers ça, il faudra aussi qu'on donne les moyens aux maires de renchérir le coût de l'artificialisation, parce qu'on ne peut pas seulement raisonner en combien d'argent public il faut qu'on mette pour dépolluer les friches, si ça coûte toujours plus cher de nous attaquer aux friches que de faire en sorte de pouvoir limiter une partie de l'impact. Je vais même aller plus loin. Tant pis pour le cadre. Je pense qu'il faudrait baisser la taxe sur le foncier non bâti. Si vous tenez compte du fait qu'on aura globalement une agriculture qui devra se passer d'une partie des intrants, qui va faire face à des difficultés de ressources, plus le niveau de l'impôt est fort, plus c'est une incitation à aller vers des rendements qui sont élevés. Donc sans être dans une logique de décroissance, si on veut tenir compte du fait que les choses sont complexes et soutenir une agriculture de production qui permet de favoriser les produits courts, je pense qu'il ne serait pas stupide qu'on ait des réflexions aussi sur des évolutions sur ce foncier non bâti. Je pense que tout le chantier de la transition fiscale et la manière dont on le connectera à ces CRTE, il est devant nous. Je pense qu'on ne pourra pas continuer, par exemple, uniquement à raisonner de manière française sur la question des poids lourds qui viennent sur une partie de notre territoire et qui, comme ils ne paient pas la TICPE qui sert à assurer l'entretien des infrastructures, ne participent pas au financement de la décarbonation qui est rendue possible par l'Agence de financement des infrastructures de transport. Je ne veux pas ouvrir tous les débats, je veux juste dire que quand on commence à tirer le fil de la planification et des collectivités, on va effectivement faire en sorte d'ouvrir ça. Je crois au CRTE et je crois au fonds vert. En faisant un vrai bilan et idéalement, évidemment, en augmentant le montant pour le connecter à ces projets. Il a des défauts, certainement. Il faudra qu'on vérifie qu'il n'y a pas eu trop d'applications disparates sur le territoire. Mais enfin, le montant de crédit demandé, 4,2 milliards d'euros, générant 17 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique au sens large, c'est-à-dire exactement ce que les think tanks expliquent comme étant la hauteur de la marge qu'il faudrait que les collectivités assurent. Ça permet d'avoir une petite idée des effets de levier qu'on peut jouer. Ensuite, c'est aussi un angle nouveau dans lequel on fait confiance aux collectivités locales en mettant les crédits, en demandant ensuite au préfet de regarder quelle est la bonne porte sur la biodive, sur la rénovation, et en ne faisant pas autant de portes qu'il y a de sujets avec trop de dossiers. Mais je pense que ce message de confiance, on en a besoin parce que c'est celui qui, en plus, permet de s'approprier ces enjeux de transition au niveau de nos concitoyens. Et je n'évacue pas la question du fonctionnement. Est-ce que, dans une certaine mesure, sur les PCAET, sur les dispositifs de soutien sur lesquels il y a des besoins d'ingénierie, on ne mesure pas qu'il peut y avoir un besoin d'ingénierie spécifique? C'est une certitude. Est-ce qu'elle doit passer par l'ANCT, par les agences, par France Service, par les opérateurs de l'État, ou est-ce qu'elle doit prendre la forme d'un soutien en direct? Là, il y a des chemins dont on peut discuter. Mais sur cette réalité, je crois à ça. Est-ce qu'on a tout? Bien sûr que non. Vous savez, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est la capacité de s'invectiver dans un hémicycle, un peu moins ici plutôt qu'à l'Assemblée. Beaucoup moins, monsieur le ministre. Nettement moins, en faisant comme si c'était scandaleux que tout n'aille pas plus vite. Qu'on me cite un pays au monde qui, aujourd'hui, en termes de lutte contre le dérèglement climatique, a trouvé le bon tempo. La vérité, c'est qu'à part peut-être le Costa Rica, dans un contexte très différent, avec une taille de pays très différente, c'est pas comme s'il y avait un exemple à l'échelle de la planète qu'on peut suivre. Dans certains domaines, les pays font mieux que nous. Dans certains, c'est nous qui faisons mieux qu'eux. Et aujourd'hui, tout le monde cherche le chemin. Le gouvernement allemand, avec des écologistes, vient d'autoriser 144 projets routiers, aux grandes dames de son aile verte, mais en expliquant qu'il fallait tenir compte d'une partie du social, et de temporiser sur la partie gaz, là où ils avaient un calendrier qui était assez ambitieux, pour aller vers une diminution du parc. Je donne cet exemple. L'Angleterre, qui à bien des égards n'est pas un exemple, est un modèle en matière d'éolien offshore,
où ils ont vraiment réussi, sous l'impulsion de Boris Johnson, à aller très loin. Il y a des exemples dont on peut s'inspirer dans les pays scandinaves. Mais il n'y a pas aujourd'hui la matrice de ce qui conviendrait de suivre. Et les pays dans lesquels il y a des écologistes en responsabilité ne font pas en moyenne mieux que ceux dans lesquels il n'y en a pas, quand on regarde la situation dans laquelle on se trouve. Je ne le dis pas pour autre chose que pour nous dire, ayons de l'humilité en ne se disant pas que toutes les solutions sont sur la table, qu'on n'en verra pas surgir certaines aussi dans les semaines et dans les mois qui viennent, et qu'il ne faut pas qu'on continue à pouvoir s'inspirer de ce qui est autour de nous. Monsieur le ministre, c'est ce qui rend passionnant le débat. Ouais, je suis un peu étonné de la réponse que vous faites là, parce que moi je trouve que sur ce sujet, il y a beaucoup de données scientifiques, y compris de recherches scientifiques, et que les phénomènes et les impacts sont de mieux en mieux cernés. Moi je me pose aussi cette question-là par rapport à la mobilisation des acteurs concernés, des parties prenantes concernées, dont les territoires. Je pense qu'il faut fixer, alors peut-être de manière non contraignante et de manière indicative, des objectifs clairs qui peuvent être relatifs aux consommations d'énergie, une trajectoire évidemment en diminution, et en tonnes équivalent carbone, par exemple, économisées. Voilà, ou en émission carbone, toujours en termes de trajectoire. Il faut des choses parlantes. Il faut des choses parlantes pour les élus qui vont être en charge de faire vivre ces contrats et de mener l'action. Mais c'est tout autant utile, et si ce n'est plus, pour les citoyennes et les citoyens français. Il y a une nécessité d'embarquer tout le monde dans cette affaire-là qui est absolument fondamentale quant à la réussite finale du plan. Voilà, c'était un peu le sens de la question que je vous posais par rapport aux données, aux indicateurs finalement, qui nous serviront aussi à faire le suivi de l'action et de son efficacité. Vous comprenez En fait, je réalise que j'ai compris votre question comme étant la suite de la planification au sens large et du dialogue global avec les élus, tous secteurs confondus. Mais en revenant sur la rénovation, bien sûr, il y a plein de données. D'abord, on a toutes les données qui permettent d'arrêter les pseudo-débats sur le fait de savoir s'il y a ou pas un dérèglement climatique. Il n'y a juste pas de sujet, il est causé par l'homme. Je le dis parce que vous voyez quand même encore des persistances dans les discussions de gens qui maintenant disent « Ok, il y en a un, mais il n'est pas lié à l'homme, c'est un phénomène cyclique et naturel, etc. » Bref. Et je vous invite à lire le dernier rapport de la Fédération Jean Jaurès sur le complotisme et sur le pourcentage d'adhésion à un certain nombre d'idées reçues, comme le fait que pour 41% des sondés, le dérèglement climatique sert de prétexte pour restreindre les libertés des peuples. Je vous dis juste ça, parce que je pense que ça pose aussi quelque chose dans le schéma. Pour vous répondre de manière précise, on a plein de données. Il y en a 2-3 qu'on peut fiabiliser. Je ne veux pas esquiver le sujet du DPE. Vous savez qu'un des indicateurs pour être capable d'avoir le débat, c'est qu'il peut arriver, faute de formation, qu'on ait des écarts, et normalement, on devrait, dans les semaines qui viennent, améliorer les choses. On a encore 2 petits autres sujets. C'est quand même sur les petits logements, loi Carrez avec des toits sous pente, les logements en altitude, sur lesquels des données scientifiques peuvent semer le trouble quand vous expliquez la manière dont à la fin vous avez du mal à changer de classe, etc. Donc je dis ça. Je dis qu'on a un deuxième sujet qui est celui de se méfier de la généralisation de certains processus qui sont simples comme l'isolation par l'extérieur, notamment quand on est par exemple sur des maisons de pleine pierre, où on peut avoir un sujet qui conduit à se retrouver à faire de la condensation à l'intérieur. J'ai eu la chance de discuter avec le président Lafont. Et je le dis parce que parfois la vision très globale sur mais on sait comment on le fait ailleurs, etc., il faut quand même qu'on tienne compte des matériaux qui sont utilisés, de la réalité du site sur lequel on se trouve, et un peu de subtilité parfois est nécessaire à être introduite. Ensuite, sur le fond, mon rêve, c'est qu'on compte un carbone. Mon rêve, c'est qu'effectivement, on soit capable, indépendamment des euros, qu'on soit en capacité de pouvoir présenter les choses. Et je vais même plus loin. Mon rêve en tant que ministre de la Transition écologique, ce serait qu'un jour, la planification, elle débouche sur un budget carbone, sur un amendement d'irrecevabilité climatique qui fait que vous ne pouvez pas proposer une sorte d'article 40. Il n'y a pas de lien avec l'actualité à l'Assemblée nationale sur le sujet, mais qui permettent en substance de considérer qu'un texte qui propose une augmentation des émissions doit faire l'objet d'une compensation ou d'une justification qui soit solide, de lever le gage. Je pense qu'on aura un intérêt à ne pas seulement avoir des chiffres qui soient publiés tous les ans, mais qui puissent être publiés tous les mois pour qu'on s'aperçoive qu'en cours d'année, si on a des difficultés, il faut faire une sorte de budget climatique rectificatif pour être capable d'aller rechercher du carbone là où on ne l'a pas trouvé. Donc, dans ce domaine, je suis tout à fait prêt, non pas dans le cadre de cette commission d'enquête, mais dans un autre,
à faire en sorte d'aller plus loin sur ce qui me semble s'inscrire là-dedans. Mais je partage, basons ça sur la science, avec des éléments objectifs, pas uniquement avec une comptabilité en euros, et en passant un pacte avec les collectivités locales. Merci. Alors la transition est presque toute trouvée avec la question que va vous poser Sabine Drexler. Merci beaucoup. Alors oui, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, hein, chez moi en Alsace et ailleurs en France aussi, quand j'en parle avec mes collègues sénateurs, on se rend compte que notamment des propriétaires bailleurs réalisent des travaux d'isolation et appliquent sur des maisons en pierre ou alors des maisons en pans de bois, des techniques et des matériaux qui sont complètement inadaptés, qui vont conduire à des altérations définitives de ce type de bâti. Et là, quand on parle de patrimoine, ce n'est pas uniquement le patrimoine monumental. Moi, je pensais au patrimoine résidentiel, aux maisons à Colombage en Alsace, aux petits hameaux, villages dans le Massif central. Et en fait, on ne peut pas en vouloir aux gens qui font ça parce que je pense qu'ils pensent bien faire. Et beaucoup d'entre eux, enfin la majorité d'entre eux, ne sont pas informés des caractéristiques qui sont propres à ce type de bâti. Ou alors, ce qu'on constate également, ce sont des gens qui renoncent à faire les travaux parce que c'est trop compliqué ou alors parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Et à ce moment-là, les maisons sont délaissées et très vite se dégradent parce que des maisons qui ne sont pas entretenues se dégradent très vite. Et des promoteurs en fait qui viennent les voir pour acquérir les terrains et démolir ces maisons. Et là, j'ai vraiment peur qu'avec le ZAN, on va avoir une accentuation de ce type de phénomène avec voilà ce que ça va entraîner, hein, une banalisation de la France et la disparition de son patrimoine bâti. Alors hier, on était au Parlement européen à Bruxelles et on nous a parlé d'une flexibilité qui serait possible pour le patrimoine dans les directives à venir. Alors je me posais la question de savoir qu'est-ce qu'on estime être du patrimoine. De quel type de patrimoine parle-t-on? Et je pense que c'est très important de ne pas oublier ce petit patrimoine qui fait la France. Et alors, je me posais la question de savoir s'il ne fallait pas qu'on passe par une identification de ce patrimoine et peut-être une inscription dans les documents d'urbanisme pour acter qu'ils existent et qu'ils sont là. Alors ensuite, j'avais une autre question qui portait sur les matériaux spécifiques à ce type de bâti, donc des matériaux biosourcés, des matériaux locaux, des matériaux qui respirent, hein, qu'on utilisait quand on a construit ces maisons. Alors j'aurais aimé savoir où on en était avec la question des normes pour ce type de matériaux et des questions à résoudre si on veut pouvoir développer l'isolation du bâti résidentiel ancien avec ce type de matériaux. Et enfin, pour finir, je me posais également la question de savoir s'il faudrait pouvoir s'accorder un temps pour créer une espèce de DPE adapté au bâti ancien qui prendrait en compte vraiment les spécificités de ce type de bâti. Et là, je pense par exemple à l'inertie ou au confort d'été. Voilà. Merci. D'abord, il me semble que vous avez auditionné il y a quelques jours un architecte des bâtiments de France, Gabriel Turquette-Bourgard, accompagné de certaines associations issues de patrimoine que j'ai moi-même reçues au ministère pour faire en sorte d'avoir une discussion. Et je ne vais pas redire dans des termes moins savants, moins érudits et moins appropriés que lui ce qu'il a pu vous dire sur le sujet. Le simple fait que je l'ai reçu et qu'il m'ait indiqué ce matin avoir été reçu par vous et que j'allais recevoir normalement à la fin de cette semaine ces préconisations sur les DPE, sur le bâti ancien et sur les matériaux, vous permet de mesurer que c'est un sujet sur lequel j'ai effectivement demandé, pas seulement parce qu'il est angevin, et donc on s'est connus dans ce cadre, mais que j'ai effectivement demandé à ce qu'on m'aide à y voir plus clair et à éviter de trop normaliser les choses et à tenir compte de cette spécificité. En particulier parce que l'isolation par l'extérieur, si c'est pour faire disparaître nos façades, ça pose une difficulté et ça en soulève d'autres, y compris dans des secteurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. C'est l'impact éventuel que ça peut avoir sur la rupture des alignements de façades, voire dans certains secteurs où on a calculé les choses au plus juste parce qu'on a hérité de rues qui étaient étroites, quelques conséquences sur les largeurs
qui sont disponibles par rapport à d'autres obligations PMR. Je ne dis pas que c'est la norme, je dis juste qu'il faut qu'on fasse très attention, parce qu'à un moment, on ne se retrouve pas dans des espèces de logiques qui se poussent. Il y a une partie avec laquelle je ne peux pas être en accord avec ce que vous dites, c'est parce que je trouve il ne faut pas faire porter aux ânes tous les maux. Je crois à vrai dire exactement l'inverse. Je pense que si on ne préserve pas notre patrimoine naturel, on aura du mal à valoriser notre patrimoine tout court. Je pense que ce qui fait la beauté de nombre de coins de France, ce n'est pas le plein, c'est les vides qu'on a été capable de préserver. Et je ne suis pas certain que les 40 dernières années soient la plus grande contribution au génie du patrimoine français, compte tenu des formes qui ont été faites. Et je vais même vous dire, je pense que les endroits qui sont parfois les plus nobles ne sont pas les moins denses. Et que des alignements de façades sont parfois plus majestueux que des pavillons entourés par des jardins de 1500 mètres carrés. Je comprends le souhait de beaucoup de nos concitoyens de vivre, et c'est absolument pas une critique de ce point de vue, c'est une remarque par rapport au sujet de la question du patrimoine et de la rénovation. Et donc, on peut discuter de l'impact du ZAN sur la cherté du prix. Ça, c'est objectif. Et c'est un débat que je comprends. On peut discuter de la difficulté de le mettre en œuvre en fonction des trajectoires et des évolutions. Mais je pense sincèrement que sur la question de la rénovation, il n'est pas crucial. Et que si on soulève des faux débats, on aura du mal à se concentrer sur les vraies réponses. On discutait de ce que notre pays faisait de bien ou de pas bien. On a des marges d'amélioration sur le patrimoine. Mais je suis par exemple frappé de voir que sur les passoires énergétiques, on a tendance à oublier les locataires. Qu'on plaigne le propriétaire qui va devoir faire des travaux parce que sinon il ne pourra plus louer sa passoire énergétique. Je le comprends, je suis parfois choqué qu'on fasse comme s'il n'y avait personne dans le logement et que personne ne s'étonne si les prix de ce chauffage ne cessent d'augmenter parce qu'il n'y a pas eu un minimum de travaux d'isolation. Et après tout, il y a un patrimoine qui peut malgré tout se vendre et d'autres qui feront peut-être les travaux. Et ça s'inscrit aussi dans une logique qui permet d'aller faire tourner une partie du capital et de ne pas figer les choses à l'intérieur d'un pays. Sur le petit patrimoine, vous avez pleinement raison sur le fait qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas focaliser une politique globale uniquement sur le grand patrimoine et que le petit, il participe au charme de notre territoire. Mais je pense que c'est plutôt un vrai sujet sur est-ce qu'on a suffisamment inscrit ou classé dans un certain nombre de secteurs et par rapport à des types de patrimoine qu'à une modification législative qui viendrait prévoir hors inscription au monument historique, quoi que ce soit de ce type. Et en ayant là aussi un peu d'intelligence sur la manière dont on applique des éléments. Parce que dit autrement, tout le débat qu'on a sur la rénovation énergétique, il doit aussi reposer sur la fréquence d'utilisation. Je vais volontairement prendre un exemple que je ne veux pas caricatural, mais qui est celui des églises. Si j'ai une église qui est une passoire thermique ou énergétique, il faut que je me souvienne qu'elle ne fait pas l'objet d'un usage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des gens qui y dorment, avec une activité qui s'y déroule de manière complète. Et donc l'investissement que je vais avoir, si je le rapporte à ce que je vais économiser, il est sans doute écologiquement pas souhaitable par rapport aux matériaux qu'il va falloir et au niveau d'investissement. Concentrons-nous sur les logements, occupés, et occupés par des gens modestes qui ne peuvent pas faire autrement. Ça, c'est la priorité absolue qu'on doit avoir de manière collective. Et sans insulter l'avenir par rapport à un certain nombre de choses. Alors, juste un mot. En fait, je voulais vous dire que j'étais vraiment complètement d'accord avec vous par rapport au ZAN. Je pense que le ZAN peut être une opportunité magnifique pour le patrimoine si on le réinvestit comme il le faut. Mais l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai vu chez moi en Alsace une maison qui a été démolie au nom du ZAN. Donc je pense qu'en fait, il faut rester vigilant. Merci. Alors, il y avait Daphné Rakhmadou et on terminera avec Jean-Jacques Michaud. Je voudrais revenir sur la question de la prise en compte et de l'accélération de la réversibilité immobilière et urbaine et de la surélévation, qui sont des éléments en fait corollaires et liés aux ZAN et liés aussi à l'autre objectif de rénovation des bâtiments, puisque les professionnels tout à l'heure nous en ont parlé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une question financière. Donc que ça soit en réorganisant la parcelle, parce qu'on passe de bureau en logement, pour permettre de se payer cette transformation, et qui va inclure aussi une transformation forcément énergétique des bâtiments, ou uniquement du logement en logement, en surélevant. Donc il y a toutes ces questions de la transformation. Et à l'heure actuelle, en fait, cette question de réversibilité, elle est dans nos textes actuels et dans notre code de l'urbanisme et autres codes trop peu prise en compte.
notamment pour permettre en fait cette accélération du côté des PLU, du côté des permis de construire avec des usages évolutifs. Ce qu'on est capable de faire, par exemple, sur les bâtiments des JO 2024 par rapport à l'héritage, on doit pouvoir être capable de le faire d'une manière beaucoup plus large. Mais pour ça, il faut voilà, faire vraiment un pas pour transformer et permettre cette accélération sans enlever toutes les normes, mais en permettant de l'accélérer. Après, la question, c'est la question aussi réglementaire qui freine énormément, d'inflation des règles, de la question assurantielle ou de certification technique. On prend l'exemple, par exemple, des matériaux biosourcés. Donc, on a évoqué des matériaux biosourcés. En fait, en termes de réglementation, on est extrêmement freiné pour pouvoir les utiliser d'une manière beaucoup plus... et elles permettent, ils permettent de répondre à deux objectifs. L'intégration du secteur de la construction et puis un confort aussi énergétique. Un deuxième exemple, c'est l'entreprise Carnot qui chauffe par la donnée en fait, numérique dans le bâtiment et qui a mis du temps pour obtenir toutes les certifications qui lui permettent voilà, maintenant d'essayer de développer un système qui est plus adapté à tout ce qui est entrepôt, entreprise et logement collectif et pas à l'individuel pour le moment. Et le dernier élément, c'est l'homogénéisation des règles en matière de réglementation incendie, notamment, pour permettre cette réversibilité. C'est dans les bâtiments, et y compris sur les matériaux. Après, le dernier corollaire, et auquel je n'avais pas forcément prévu de parler, mais que vous avez évoqué par rapport aux haies, c'est la question notamment des moyens à notre disposition pour protéger actuellement, et notamment pour les élus, les collectivités, les espaces verts, les forêts, les arbres. On n'est pas encore, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir conserver en fait nos puits de carbone et valoriser la partie verte versus la partie artificialisée, il faut, à mon sens, renforcer les moyens qu'on a à notre disposition. Une fois que des arbres sont coupés, une fois que des haies sont coupées, et on a trop peu de moyens actuels, notamment à disposition des maires et des collectivités, pour être efficaces dans ce domaine-là. Merci, Madame la sénatrice. Alors, je n'ai aucun désaccord avec ce qui vient d'être dit. Je vais effectivement préciser ce qu'est la vigilance du ministère de la Transition écologique et plus largement qu'on doit avoir, en particulier sur le biosourcé. On a des injonctions contradictoires entre, d'une part, le fait qu'on sait que dans les angles morts aujourd'hui de la planification écologique, pardon, dans les difficultés de la planification écologique, il y a le rendement en termes de stockage de la forêt. Le dépérissement de la forêt qui s'accélère sous l'ampleur du dérèglement climatique conduit à ce que nous ne soyons pas au rendez-vous du stockage. Les moins 55%, c'est moins 50 d'émissions, plus 5 de stockage. Or, nous sommes en baisse sur le stockage. Et pourtant, ce n'est pas parce que la forêt recule. La forêt progresse, mais elle progresse d'une manière qui n'est pas organisée. Et dès lors qu'elle n'est pas organisée, elle ne produit pas ce stockage. Pour qu'elle soit organisée, il faut qu'il y ait des débouchés. Et si ce débouché, c'est le fait d'aller brûler, on revient à la case départ en termes d'émissions. Il faut donc un stockage qui se fasse dans les meubles ou dans les structures. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en ce moment, un des sujets, c'est la réglementation incendie des immeubles à l'intérieur desquels il y a une part de bois prépondérante. Et c'est cette semaine, la semaine prochaine, que les discussions sur le sujet ont lieu pour qu'on évite de se placer dans une logique qui est exactement la même que celle qui conduisait à ce qu'il y a encore 3 mois, on nous dise qu'il faut de l'eau potable au fond des toilettes et pas des eaux grises, au nom d'une sorte de principe de précaution qui fait qu'on ne bouge rien. Penser qu'on affrontera ce qui arrive sans rien changer, c'est une folie. Et là encore, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Sur la réversibilité. La loi climat et résilience a posé un principe, elle s'efforce de le favoriser, d'insister sur la potentialité, on n'a pas encore le réflexe. Pourtant, c'est un réflexe qui devrait profondément changer une partie de ce que nous faisons. Un des meilleurs exemples, c'est pour les parkings. On s'aperçoit au fur et à mesure des études que, par exemple, le parking souterrain, qui était pendant longtemps la norme, a quelques inconvénients, y compris dans l'artificialisation du sous-sol, les conséquences que ça peut avoir, avec parfois les potentiels de géothermie qu'on pourrait aller chercher ou des choses de ce type.
À l'inverse, le rez-de-chaussée qui sert de parking et qui ensuite peut être transformé parce qu'on est déjà du coup à un niveau, si un jour il y avait moins de voitures, c'est un modèle dont on mesure qu'il a une certaine utilité. Pour l'avoir testé, c'est un des derniers projets que j'ai lancé dans ma ville. La mauvaise foi qui consiste du coup à faire porter le coût de la réversibilité sur un équipement destiné aux voitures peut être de nature à freiner, parce que quand on vous dit regardez, ça va coûter une fortune aux contribuables, parce qu'évidemment vous dépensez un peu plus pour que la hauteur sur plafond soit compatible avec le fait demain de transformer ça, et vous choisissez une forme avec une sorte de patio central qui permet de s'assurer qu'il y aura une forme de lumière qui sera disponible partout. Il faut ensuite le faire entrer dans les têtes et être capable d'expliquer que la réversibilité, elle a un coût, mais qu'elle est une forme d'assurance contre une maladaptation ou contre des décisions plus tard qui seraient à conduire. Et je pense que ça a du sens de pousser ça. L'exemple que vous donnez pour Carnot, je ne vais pas le reprendre, je crois que je les vois bientôt, dans ce contexte. Et de manière plus large, le fait de s'appuyer sur des entreprises qui font de la donnée, qui sont capables d'aller objectiver des situations, je pense que c'est aussi un des sujets en termes de rénovation des logements qui est extrêmement important. Enfin, vous avez cité les deux difficultés, plutôt les deux leviers. 3 millions de mètres carrés de bureaux disponibles. Avec deux difficultés, le fait que ça ne s'y prête pas forcément, le fait qu'il y a certains maires qui ne voient pas nécessairement d'un bon œil des mètres carrés qui ne font que générer de l'impôt et qui vont générer de la demande de services, parce qu'un habitant par rapport à une cotisation foncière des entreprises, c'est pas exactement la même équation, et que les bâtiments ne sont pas forcément adaptés, et qu'on peut avoir en plus une difficulté fiscale pour l'entreprise qui possède ses bureaux au moment où elle assure la transition compte tenu de la valorisation. Et la surélévation, où là il y a un vrai enjeu de raconter la ville sur la ville, mais on n'est plus tout à fait dans la rénovation au sens large. On se rapproche au contraire de la forme urbaine et d'autres questions de ce type. Si ce n'est, Monsieur le Ministre, dans la surélévation, on est quand même dans la rénovation, ne serait-ce que pour la rénovation énergétique des copropriétés, puisque si il y a un projet de surélévation, ça peut permettre effectivement d'avoir des fonds qui vont entraîner la copropriété dans la rénovation énergétique de leur logement. C'était dans cet objectif-là et dans cette perspective qu'on a parlé précédemment avec les professionnels de l'immobilier, mais on le voit aussi dans un certain nombre de territoires, que ça peut être quand même une possibilité pour embarquer des copropriétés dans des opérations de rénovation énergétique de logements importants, de leur copropriété. Non seulement je n'ai aucun tabou sur le sujet, mais je pensais m'en tirer à bon compte en m'arrêtant là dans ma réponse, donc je vais la prolonger. Mais je suis intimement convaincu que ça peut être la bonne solution dans un certain nombre d'endroits. La difficulté, c'est plutôt les vis-à-vis, et c'est le contexte urbain dans lequel on se trouve qui peut éventuellement être limite, et ensuite la nature technique du bâtiment. En revanche, ça permet de diviser la charge par un nombre de mètres carrés plus grand, ça c'est toujours intéressant, et d'avoir effectivement une réserve d'urbanisation. Ce que je veux dire à ce sujet, c'est que de toute façon, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion sur le vote en copropriété des travaux de rénovation. Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, quand il s'agit d'aller poser des bornes de recharge, le principe de la majorité s'apprécie de manière différente. On ne requiert pas, on ne calcule pas de la même manière, mais vous le savez très bien, et moi je m'interroge sur le fait de savoir dans quelle mesure il ne faudrait pas effectivement assouplir les possibilités de vote pour aller vers de la rénovation énergétique. Ça pose une difficulté potentielle. C'est les niveaux d'avance qui sont souhaitables par rapport à l'hétérogénéité des situations de ceux qui sont propriétaires. Et donc je pense que la solvabilité, il y a deux éléments. Il y a un élément juridique qui consiste à simplifier le vote pour avoir une majorité plus simple que celle qui parfois est très très difficile à obtenir. Mais le corollaire, c'est d'avoir une sorte d'avance qui puisse être versée à la copropriété pour éviter que des propriétaires qui seraient davantage en difficulté se retrouvent à devoir sortir des sommes qu'ils n'ont pas. Oui, ça peut être via une sorte de prêt collectif qui soit Exactement. accordé au syndic de copropriété. C'est exactement ce que je pense, et je vais plus loin, parce que la difficulté, c'est que le refus de la copropriété de faire certains travaux peut empêcher le changement de classe de certains biens. L'appartement au nord, au rez-de-chaussée, le propriétaire pourra faire tout ce qu'il veut à un moment, et donc il va se retrouver avec une déperdition potentielle de son bien le jour où il le vendra, parce que son étiquette énergétique conduira à ce que
l'acquéreur profite de cette mauvaise étiquette pour faire baisser le prix, alors que ce n'est pas sa volonté qui sera en cause, c'est que le mode de chauffage, par exemple, de l'immeuble l'empêchera d'aller gagner la classe qui sera nécessaire. Donc, quand une majorité s'oppose, je suis profondément démocrate, s'il y a une majorité qui est favorable, qui est large, et que les systèmes spécifiques de vote dans les copros empêchent d'y aller, là, il faut qu'on trouve quelque chose pour bouger ça. Merci. Alors, Jean-Jacques Michaud. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je ne reviendrai pas sur le DPE. Je vous fais confiance quand vous dites que ça va devenir un thermomètre fiable et objectif dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, c'est quand même un élément qui n'engendre pas la confiance chez les personnes. La deuxième question, et vous venez d'en parler, c'est autant les propriétaires bailleurs ont bien compris, quand ils sont propriétaires de passoires énergétiques, quels étaient les enjeux pour eux, mais ce n'est pas le cas pour les propriétaires occupants qui, bien souvent, ne voient pas le retour sur investissement dans un délai raisonnable pour leur investissement. Donc comment peut-on les engager ? Et en particulier, mais c'est la question que vous avez traitée il y a 2 minutes, en particulier dans les copropriétés, quand il y a et des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, et comment faire pour qu'ils n'en viennent pas aux mains dans les prochaines années. En entendant votre question, je souris parce que Agnès Pannier-Runacher a juste eu le temps de me dire qu'elle avait botté en couche sur la question des copropriétés, et je me dis que pour faire la transition avec Olivier Klein, ce serait idéal que je m'arrête là pour ne pas vous répondre davantage, faire en sorte de prolonger le mouvement. D'autant que, sincèrement, j'ai commencé en répondant à la sénatrice précédente à esquisser le fait qu'on a un sujet avec la chancellerie sur les droits de vote et un deuxième sur la solvabilité. Mais je vous assure que le ministre délégué à la ville et au logement sera heureux sur le sujet de vous parler de ça, de vous parler plus largement des copropriétés dégradées et de la situation dont à certains égards, il faudrait peut-être un enru de la rénovation des copropriétés. Ça fait un excellent teasing pour lui laisser la parole le moment venu. Monsieur le rapporteur, on est bon ? Juste une précision, vous avez justement, pour faire le lien avec le DPE, vous avez parlé tout à l'heure de dire qu'il était encore, qu'il y avait des modifications et qu'on aurait dans les semaines à venir, en tout cas, c'est quoi le calendrier ? Enfin, je veux dire, va vraiment y avoir des modifications dans les critères, enfin, c'est quoi, à l'été, les éléments que j'ai, c'est, je vais reprendre, certains, suite à votre interpellation, de dire les choses de la manière la plus claire qui soit, en vous précisant que la feuille de route mobilisée, etc., pour l'été 2023. Avec, au-delà de tout ça, non seulement la partie travaillée par le ministère de la Ville et du Logement sur la mobilisation des acteurs et la feuille de route sur l'amélioration de la qualité de la réalisation réalisée par le ministère de la Ville et du Logement, mais également renforcement de la formation initiale et continue des diagnostiqueurs, examen, contrôle par les organismes de certification, avec un projet d'arrêté concerté avec les fédérations et les organismes qui devrait être soumis aux consultations obligatoires en vue d'une publication à l'été 2023. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On vous souhaite une bonne soirée, mais je crois que vous n'avez pas terminé. Bon courage. Je vais parler de ZAN, ça va être inspirant. Merci à tous. Merci, Madame la Présidente.